Merci d'accueillir l'homme qui a reçu le prix du scénario du Festival de Cannes, Tariq Saleh. Et Anaïs Dupuis pour la traduction. Je remercie David Dacosta, le distributeur de Memento. Merci beaucoup, Tariq, ça nous fait très plaisir que vous soyez présent avec nous ce soir. Thank you for being here, and what a wonderful sight to see a full cinema. It looks like COVID, but the opposite. Merci, et puis quel plaisir de voir une aussi belle salle remplie, c'est comme le Covid, mais à l'envers. Alors, je vais poser 3-4 questions et assez vite, on donnera aussi la parole à la salle pour qu'il complète par quelques questions. Je vais partir de la fin. La dernière question, c'est la question de l'imam de son village qui lui demande « Qu'est-ce que tu as appris ?» Et évidemment, on n'a pas la réponse. La question reste suspendue. Évidemment, parce qu'on se dit que c'est au spectateur de se dire ce qu'il a vraiment appris. Et en même temps, on sait que pendant le film, un certain nombre de personnages l'ont averti, en particulier qu'il allait apprendre la noirceur. Et dans le parcours de ce personnage, assez clairement, il y a l'idée de construire un récit d'apprentissage, ce qu'on appelle un roman d'apprentissage dans un autre art. Voilà, et donc je voulais savoir si cette question-là, de qu'est-ce qu'on apprend quand on vient d'un milieu excentré de pêcheurs et qu'on intègre cette grande école islamique, c'était vraiment l'un des axes du film, de construire un récit d'apprentissage sur la métamorphose du personnage principal. Yeah, my grandparents, you know, as a son of an immigrant, you carry your ancestor stories with you every day. Your parents don't let you forget where you are from, and that everything you have, the water coming from the tap, the food you have on the table, is all thanks to your grandparents and your ancestors and the sacrifice they did. Alors moi, étant fils d'immigrés moi-même, je porte particulièrement fort l'histoire de ma famille. Et dans ces cas-là, nos parents ne nous laissent pas oublier que l'eau que l'on a sur la table et la nourriture que l'on a sur la table, c'est grâce aux sacrifices qui ont été faits par nos ancêtres. So, my grandparents, they came from small villages in the Nile. Et donc mes grands-parents étaient issus d'un petit village du delta du Nil. Et ils ont été l'un et l'autre les premiers de leur village à faire des études. Mon grand-père est allé à l'université Al-Azhar. Mais finalement, la plus grande inspiration pour le film, c'est peut-être ma grand-mère. Parce que imaginez ce que ça devait être l'Égypte dans les années 30 et ce qu'il a fallu à ma grand-mère pour convaincre ses parents d'aller faire des études, d'aller apprendre à lire et à écrire alors qu'eux-mêmes ne savaient pas lire et écrire. And so, growing up, when I'm now like an old guy, I start to think about what did my grandmother say. Et en prenant de l'âge, en grandissant, je me suis demandé ce que ma grand-mère avait peut-être dû sacrifier pour avoir accès à cette éducation. Et je pense que c'est sans doute son innocence. C'est un peu comme l'image qu'on a de la Bible, hein, quand on croque dans la pomme, on mange à l'arbre de la connaissance et on est chassé du paradis. Et finalement, c'est peut-être ça, c'est cette histoire personnelle. Quel est le coût, quel est le prix à payer pour cette éducation? Qu'est-ce qu'on paye en retour? Je donne 2 éléments qui vont dans le sens de ce que vient de dire Tariq Saleh. Le premier, c'est qu'évidemment, le personnage principal s'appelle Adam. Donc la question de être chassé du paradis. Coincidence. Oui, bien sûr. Et la deuxième, qui est un détail plus léger, plus délicat, enfin moins aperçu peut-être, c'est qu'il est entouré de livres, et la question du livre est très centrale, notamment avec les livres interdits. Mais en fait, dans le décor du café dans lequel il donne rendez-vous secret, les murs sont constitués par des livres aussi. Donc, pardon. I mean, you're very observant. Yeah, because I
I was in these generic coffee shops that's all over the world, in Cairo, in Paris, in Vous êtes extrêmement observateur parce que on est tous allés dans ces cafés très standardisés qu'on trouve un peu partout dans le monde. Et en fait, ce ne sont pas des vrais livres, c'est du papier peint qui donne cette image d'un endroit un peu intello et qui donne une sorte de faux sens de nostalgie, un faux esprit de nostalgie. Et le paradoxe en Égypte, c'est que tout se dégrade tellement vite que même un café qui est tout neuf a l'air d'être là depuis 2000 ans avec la poussière et tout ce qui va avec. Alors, deuxième question un peu composée. Le film précédent, donc Le Caire confidentiel, était entre autres un film sur les rapports et la connivence entre le pouvoir politique et le monde des affaires. Ici, on voit bien qu'il s'agit d'une confrontation entre le monde politique, de nouveau, avec les services de l'État, de nouveau, corrompus, de nouveau, et le monde de la religion, le pouvoir religieux. Et donc j'avais presque envie de dire quel est le troisième volet de la trilogie, parce que ça commence comme ça, en fait, de faire une trilogie. It's a secret, but there is one third place, of course, that is even more powerful. But I have to leave. Alors c'est un secret, hein, si vous y réfléchissez, je vous laisse imaginer, mais il y a un troisième endroit qui est encore plus puissant. Mais je ne vais pas vous le dire parce que sinon l'Égypte risque de prendre des sanctions et va me tuer avant que j'ai fini d'écrire. Alors justement, je voulais en venir là. Ce qui me paraît très fort, c'est que, et c'était déjà vrai dans Le Caire confidentiel, le film joue sur des stéréotypes potentiels liés au cinéma de genre, au thriller politique par exemple. Et très souvent, dans Le Caire confidentiel aussi, vous les déjouez, vous allez à côté de l'endroit où on croit que vous allez, etc. Et là, parmi les manières de dévier les attentes du spectateur, je voudrais vous interroger sur deux phénomènes qui me paraissent assez fascinants et qui sont peut-être les risques pris par le film. Le premier, c'est comment vous mettez en scène les frères musulmans représentés par celui que les plus radicaux ont envie d'élire. Et en fait, vous avez cette audace-là, je crois, de lui faire tenir un discours qu'on peut tous entendre. Le premier discours tenu sur la chasse aux musulmans partout dans le monde, et on fait un inventaire des territoires où ils sont malmenés pour chasser, etc., est un discours qui s'entend absolument et dont on voit bien qu'il peut fédérer un certain nombre de musulmans et de non-musulmans d'ailleurs. Et en fait, dans l'évolution du scénario sur ce personnage, on voit bien que très tôt, ils ont raison, par exemple. Très tôt, ils savent que ce sont les services de l'État qui ont assassiné le jeune homme. Voilà. Et donc, je voulais vous interroger sur ce risque-là, d'une certaine façon, puisque, à la fin du scénario, en un sens, le pouvoir, certes, s'immisce dans le pouvoir religieux, le pouvoir politique s'immisce dans le pouvoir religieux, mais ils choisissent ce qui nous apparaît à nous comme la solution la plus raisonnable pour qu'il n'y ait pas de soutien aux terroristes, aux salafistes, à Daesh, etc. Voilà, première chose. Ouais, je vais m'arrêter là, parce que sinon ça va être une question trop longue. Yeah, so Egypt, as you know, is... Alors oui, on peut dire que l'Égypte est un pays dans lequel les pharaons et les prêtres se sont toujours affrontés. On peut dire que c'est un peu le pays ceinture noire des luttes de pouvoir politique. Yeah, so for me, one of the Oui, et most donc on pourrait discuter toute la soirée sur tous les malentendus qui existent à propos de l'islam, qui en fait jouent un rôle souvent d'épouvantail, de monstre sous le lit, et c'est extrêmement pratique pour les pouvoirs politiques d'avoir ce rôle qu'ils jouent ce rôle d'épouvantail. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas des monstres dans l'islam, évidemment, les terroristes, les talibans, il y a énormément de fous, parce que sur 1 milliard de croyants, de musulmans, même s'il y a 0,5% de psychopathes, ça fait déjà beaucoup de monde. So, one interesting little detail is that Al-Azhar is the world's third Donc un oldest détail qui est intéressant, c'est que donc, cette université Al-Azhar, c'est la 3e plus ancienne au monde, après Bologne et Oxford. C'est la plus grande au monde, avec 300 000 étudiants. Et c'est un peu le Vatican de l'islam sunnite. Et le cheikh qui le dirige, qui est l'autorité là-bas, et c'est la figure la plus importante de l'islam dans le monde. Et comment ça se fait qu'on ne sait pas, nous, occidentaux, que ça existe alors qu'on entend parler des islamistes tous les jours aux informations.
Eux, les Égyptiens, eux, ils connaissent évidemment toutes les nuances entre les catholiques et les protestants. Ils connaissent le pape, le Vatican, parce que toutes les infos, elles sont disponibles, parce que peut-être nous, on pense que ce que nous sommes, nos cultures sont supérieures. Et donc ce monstre sous le lit est très pratique pour certains pouvoirs, pour justement contrôler les opinions. En Suède, donc, il y a 22% de nazis, de néo-nazis. Ce sont vraiment des gens, ce sont pas uniquement des gens d'extrême droite, des gens vraiment issus du nazisme au départ, qui ont gagné les élections. Et leur souci à eux, c'est l'islamisation de la Suède. Alors qu'on assiste à au contraire, une hégémonie des centres commerciaux, de McDonald's, de Starbucks. Mais évidemment, ils ne veulent pas se battre contre ces forces de l'argent. Ils préfèrent se battre contre quelque chose qui ne les menacerait pas politiquement. Évidemment, on ne parle pas de personnellement. Mais évidemment, c'est assez pratique. Après, ce n'est pas pour ça que j'ai fait le film. J'ai fait le film parce que c'était intéressant pour moi de montrer comme ce film comme un champ de fleurs que personne n'avait encore jamais vu. Alors je reviens quand même sur ma question plus précise d'écriture et je complète avec la deuxième partie. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de vous interroger sur comment vous travaillez sur le savoir du spectateur, sur ce qu'il croit savoir, pour le détourner. Et là, en l'occurrence, comment vous avez travaillé sur la puissance de séduction des frères musulmans dans le premier discours, pour ensuite mieux montrer la violence sous-jacente, de même qu'à la fin du film, quand on est en train d'assister au renoncement de l'imam aveugle, on est du côté des forces politiques de l'État, en train de se féliciter parce que la vérité va triompher. Et donc, vous choisissez de nous mettre chaque fois au mauvais endroit pour qu'on puisse aussi comprendre les arguments de l'autre. Non ? I think it's very interesting that you point to this because donc oui, c'est intéressant que vous pointiez ça du doigt, parce que moi j'aime bien quand c'est l'antagoniste, l'ennemi, qui raconte l'histoire, qui contribue à raconter l'histoire. Quand j'ai fait mes études en Égypte, dans les années 90, c'était donc l'émergence de l'islam radical et du djihadisme. Je suis allée par curiosité dans une mosquée radicale. Et en une fraction de seconde, j'ai eu de la chance, j'ai vu en fait la façon dont parlait ce cheikh, et j'ai compris en fait sa théâtralité. J'ai vu l'humain en lui, mais immédiatement après, j'ai vu aussi sa théâtralité et cette façon de vouloir avoir le pouvoir. Ce qui était important pour lui, c'était son pouvoir à lui. Donc je lui ai posé une question simple, puisque dans l'islam, il n'y a pas de saint, c'est du blasphème de considérer qu'un homme peut s'approcher de Dieu. Donc je lui ai demandé, est-ce que vous êtes un prophète ? Et là, d'un seul coup, il s'est senti très agressé et il s'est mis à être assez menaçant avec moi. Et j'ai vu cette agressivité. Et quand j'ai ensuite écrit sur ce cercle de jeunes frères musulmans et aussi du cheikh qui veut être élu, j'ai senti qu'il fallait donc faire un discours un peu pour convaincre, ce discours très convaincant, très fort, pour convaincre les gens de se radicaliser. Et c'est un discours qu'on connaît bien parce que donc c'est en fait pour cette partie du monde, la vérité qui fait mouche dans ces cas-là, c'est de parler on connaît tout ce qui se passe sur la Chine et sur la Birmanie, et que malgré ce qui se passe, les gens reçoivent le prix Nobel. Mais en fait, ce qui dit de plus controversé, de plus polémique en fait dans ce discours, c'est que fait le monde musulman. Et en fait, le monde musulman ne fait rien. Et c'est ça qui pousse les gens ensuite à se radicaliser, à dire il faut faire plus. Et c'est à cause de la tyrannie de ces gens qui se sentent opprimés par une autre tyrannie. Well, I just want to say one thing that is fictional in this story. The big threat against Al-Azhar is... Et donc, ce qui est fictif dans le film, mais c'est réel. En fait, on peut se demander quelle est la menace contre Al-Azhar. Et en fait, ça n'est pas tellement le pouvoir politique ou les dirigeants, parce que ces systèmes-là, ces institutions-là, finalement, elles coexistent assez bien. Mais aujourd'hui, la vraie menace, c'est la télévision et Internet. Et donc en Égypte, ce qui devient extrêmement effectivement menaçant, c'est les prêcheurs sur Internet. Et donc il y avait ce cheikh Chelaoui, c'est ça, Chelaoui, qui était plus populaire que le grand imam d'Al-Azhar à une époque. Et après, il y a des imams YouTube qui, en déclarant une fatwa tous les 2 jours, se retrouvent avec 12 millions de vues et de gens qui les suivent. Donc c'est ça, c'est une vraie menace qui est-elle universelle également. Que tout le monde devient expert sur Internet. On peut imaginer d'ailleurs que cette menace de la télévision et d'Internet soit un tout petit peu représentée par le tout dernier détail, qui est que du bus sort non seulement le héros, mais un personnage qui porte un grand écran, et que c'est une dernière notice comme ça qu'on observe. Je
pose une dernière question et après je vous donne la parole. C'est que, au-delà de la question de l'islam, le film est très vertigineux sur la question des pouvoirs, quel que soit le territoire sur lequel il trouve place. Et nous, évidemment, on peut penser effectivement au Vatican, à comment on choisit les papes et qui les choisit et dans le pouvoir religieux, mais on peut aussi penser à comment fonctionne le pouvoir politique en France, les jeux d'influence, les lobbies, voilà. Et donc le film ne traite pas fondamentalement de la question de l'islam, mais traite vraiment des relations entre les pouvoirs. Est-ce que c'était bien ça votre idée à vous, de prendre un modèle par rapport à ce lieu-là? D'ailleurs, vous citiez Umberto Eco comme une source possible de l'enfermement dans un lieu, vous allez nous en parler, mais pour parler des rapports entre les pouvoirs en général. Yes. And one other inspiration, you know, I was working Alors, during COVID. pendant que j'écrivais le film, donc c'était pendant la pandémie, on a un institut, en fait, un institut de santé qui émet donc des recommandations. On a un chèque, en fait, qui est un peu le chèque, l'équivalent du chèque Al-Azhar pour la stratégie, les stratégies à adopter. Et donc c'est un pouvoir, tout comme le pouvoir du chèque Al-Azhar, assez informel. Et quand un chèque déclare une fatwa, c'est très rare. Et une fatwa, aujourd'hui, on connaît le terme de fatwa et on pense que c'est un jugement, parce qu'on connaît la fatwa qui est déclarée contre notamment Salman Rushdie. Mais en fait, en religion, c'est uniquement une recommandation religieuse. Mais quand on est croyant, on va vouloir suivre cette recommandation, parce que sinon on pense que, évidemment, ça ira mal pour nous. Et donc en Suède, on a suivi les recommandations plus que la loi. Et du coup, pour le Covid, ce sont surtout des immigrés qui sont morts du Covid. Et c'est un problème qui a été débattu ensuite, après, parce que justement, c'était donc cette histoire de fatwa qui avait fait que finalement beaucoup de gens l'avaient suivi d'un peu trop près et beaucoup de gens de l'immigration étaient morts du Covid. Un autre exemple, c'est que le président Sisi, quand il est arrivé, est allé voir le cheikh Al-Azhar et il a dit qu'il voulait changer les lois. Et donc le cheikh lui a dit oui, très bien, allez-y, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir de changer les lois. Et il a dit qu'il voulait des fatwas, il avait besoin de fatwas pour soutenir, en soutien à ces changements de loi. Et le cheikh a répondu non, vous savez, moi je ne fais que suivre le Coran, et là le Coran il dit rien au sujet de ce que vous voulez me faire changer. Donc on voit bien que cette lutte de pouvoir elle continue encore aujourd'hui. Je vais vous donner la parole pour 2-3 questions. Je signale au passage qu'on a eu des nouvelles de Salman Rushdie aujourd'hui à la télévision et qu'il a perdu un œil et l'usage d'une main. Qui veut poser la première question? Oui, bonjour. Je voulais savoir dans quelle mesure vous avez pu tourner le film là-bas, au Caire, si vous avez eu des autorisations pour tourner, et quel rapport vous avez avec le pouvoir là-bas, puisque vous critiquez assez frontalement. Voilà, merci. No, I love Egypt. Alors moi j'aime énormément l'Égypte, mais malheureusement cet amour n'est pas réciproque. Et donc je n'ai pas pu y aller depuis 7 ans. J'ai donc tourné le film à Istanbul. Ce qui est merveilleux avec Istanbul, c'est que c'est une des villes où il y a la plus belle architecture islamique. Et donc j'ai tourné notamment dans la mosquée Souleymanie. Et à l'époque, Sisi et Erdogan étaient un peu fâchés. Donc là j'ai vu une occasion, je l'ai tourné, et puis maintenant ils sont de nouveau amis. Alors bon, tout d'abord, merci beaucoup pour ce film. Moi j'avais été très très impressionné par Caire confidentiel, et j'avais trouvé ça très très noir. Ça avait été fait avant l'arrivée de Sisi. Depuis que Sisi est arrivé, c'est encore plus noir. J'ai moi aussi l'impression que c'est une trilogie. Est-ce que les faits actuellement en Égypte vous donnent vraiment, nourrissent votre pessimisme, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une toute petite dose d'espoir, surtout quand on voit que le héros Adam a une puissance d'esprit fondamentale, phénoménal. Moi j'y ai vu une source d'espoir, mais je ne sais pas. Et j'ai le clin d'œil sur le maillot de Salah dédicacé dans le service secret ne laisse pas espérer non plus. Voilà. Donc est-ce que le troisième numéro de la trilogie sera moins noir? Voilà, c'est ça la question. You know, I'm a film fanatic, a film fundamentalist, you could call me. Alors je crois que je pourrais me décrire comme un cinéphile fondamentaliste. Et pour moi, un des joyaux le joyau de la couronne du film de genre, c'est le film noir. Donc je considère le Caire confidentiel comme un film noir. Et ensuite, ce film-là, je le considère comme un film de prison, qui est en fait mon deuxième genre préféré, cinématographique. Parce qu'on a tous les codes, on a la cour, la cantine, la cellule, et j'adore ce genre.
Et comme je suis quelqu'un qui est obnubilé par l'Égypte, c'est mon obsession. Je vais continuer, je pense, à tourner. Et je dirais que personnellement, je suis quelqu'un d'optimiste à un niveau personnel. Mais en tant que cinéaste, oui, effectivement, je vais continuer à filmer des choses assez sombres. Bonsoir, merci. Je profite de votre présence pour vous poser une question, parce qu'à la fin du film, il y a une scène un peu incroyable où, dans le service de la sûreté, on demande au général, qu'on voit en photo là, quelle décision on doit prendre. Et j'ai trouvé que la scène était quasi burlesque, parce qu'on se demande qui on doit tuer. Donc ça me faisait penser, excusez-moi de l'analogie, à une scène finale dans Burn After Reading, où on se demande qu'est-ce qui doit se finir, quoi. Et on demande au général, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et donc je voulais savoir si vous aviez eu en tête quelque chose d'un peu burlesque et fou, complètement comique, tellement on se demande qui on doit tuer à la fin. Yes, but in a way, Egyptian politics. Oui, donc le général est inspiré donc d'un ancien ministre de l'Intérieur qui s'appelait donc Safwat el-Sherif. Si vous le tapez, vous verrez qu'il a été ministre de l'Intérieur en Égypte. C'est lui qui a inventé plus ou moins des nouvelles méthodes de manipulation. Et c'est quelqu'un qui avait été condamné dans sa vie intérieure comme proxénète et aujourd'hui, et après il a été ministre de l'Intérieur. Ça vous en dit long sur la politique égyptienne. Toute correspondance avec la situation française sur les maps de... Moi j'ai une petite question un peu sur lui, et pas que sur lui, sur les rapports de génération entre les vieux lions et la petite génération des jeunes qui trouvent leur place. Et finalement on a vu qu'à la fin il n'est pas si con que ça, le petit, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête, et après on commence à voir que c'est un peu lui qui peut mener le jeu. Et avec les cadres intermédiaires, avec ces conflits de génération qui sont très violents, lui par rapport à son père d'abord, son père finalement qui le laisse partir, et aussi au contraire le chef du colonel qui lui fait son harangue, et si t'es si vieux et t'es encore un sous-fifre, et moi si jeune, je suis au-dessus de toi, il y a bien une raison. Et après il y a une revanche là aussi sur le vieux lion, sur voilà. Un petit mot là-dessus, s'il vous plaît. Very observant, because in Egypt, the revolution was a generation. Oui, en Égypte, c'est sûr que c'est extrêmement profond. La révolution a été une révolution générationnelle, hein, parce que c'est en gros les jeunes qui ont eu assez de ce président qui avait plus de 80 ans. En Europe, on a envie de prendre sa retraite à 65 ans, mais non, en Égypte, on demande 15 ans de plus. Et donc c'est un conflit extrêmement profond, surtout que la population, l'immense majorité de la population a moins de 35 ans. Moi-même, j'ai 50 ans et finalement je m'identifie plus au colonel Ibrahim. Je me sens un peu comme lui, je ne comprends pas vraiment les nouvelles technologies et je m'en mêle un peu avec tout ça et j'ai cette sensation que c'était mieux avant, ce qui est un signe très clair que je suis vieux aujourd'hui. But I want to say one very specific thing. When I wrote the relationship between Colonel Ibrahim and his boss. Et donc la façon dont j'ai écrit la relation entre le colonel Ibrahim et son chef, qui est donc 10 ans plus jeune que lui, c'est qu'ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas le même bagage. On peut imaginer que le colonel Ibrahim, lui, il a reçu sa formation par la Securitate roumaine, et donc qui était proche de l'Égypte à cette époque-là, alors que son chef, lui, il a reçu un peu sa formation de la part de la CIA des États-Unis. Et donc il y a un conflit très clair de méthode de travail. Les États-Unis, c'est voilà, allez-y, tuez-le, on s'en débarrasse, alors qu'en Roumanie, non, c'est non, on va faire durer le plaisir, continuez, faites durer. Bonjour, merci. J'avais juste une question sur la place visible des femmes dans votre film, parce qu'on n'en voit quasiment aucune, sauf les deux, finalement, qui sont quasiment les protagonistes, parce que toute l'histoire change à cause de ces deux femmes. Et dans les plans larges, notamment les plans dans la rue, on voit absolument aucune femme. Est-ce que c'est une représentation? Est-ce que je suppose que ça veut dire quelque chose, mais justement, ça veut dire quoi pour vous? Yeah. Oh, yes. Thank you. So in Sweden, we have equality. Alors, moi, étant suédois,
Je préfère le dire tout de suite, il y a un des plans de parité pour faire du cinéma en Suède, et je trouve ça évidemment extrêmement bien. Je veux plus d'égalité, j'ai moi-même 2 filles, et je trouve que évidemment ça n'est pas ça le courage réel, le vrai courage, ce sont les femmes en Iran qui enlèvent leur voile. Moi j'ai un passeport suédois, je vis une vie confortable et je fais des films en Turquie, la climatisation dans ma chambre. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai soumis à la commission du cinéma suédois le scénario, on m'a demandé mais alors où sont les femmes? Et j'ai dit elles sont dans un autre scénario. Mais blague à part, c'est un film de prison. Et donc pour respecter les codes du film de prison, c'est un film où il n'y a donc quasiment que des hommes. Et du coup, j'ai fait ce choix. Pour les besoins du film, il fallait que je fasse ce choix, alors que les femmes étudient dans l'université Al-Azhar depuis les années 60. J'ai fait ce choix de ne mettre que des hommes pour revenir un petit peu à ce que c'était dans les années 50, cette institution. Et finalement, je me suis inspirée pour montrer cette institution qui ne veut pas, comme toute institution, que les choses changent. Je me suis inspirée donc, du scandale qui s'est déroulé à l'Académie de Suède il y a quelques années, qui décerne les prix Nobel, et qui a été extrêmement divisé suite à un scandale. Mais en fait, on pense qu'on est au-dessus des lois et que donc c'est l'institution avant tout qui ne doit jamais changer. Et je voulais qu'on ait cette même sensation avec Al-Azhar. Et que c'est pour ça que j'ai presque enlevé les femmes du film, pour que d'un seul coup, le fait d'ouvrir une porte et de tomber sur une femme, ce soit « Ah, voilà, une femme », que ça se remarque. Parce que, et pour la même raison, le personnage principal ne pouvait pas avoir une mère. Parce que, pour montrer qu'un monde sans femmes, c'est une dystopie. Et l'Égypte, quand les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, brièvement, les femmes ont disparu des rues pendant quelque temps. Et ça, c'était terrible. Ça a changé absolument tout dans ce pays où il y avait eu depuis toujours des femmes très fortes, partout. Et donc, rien que pour ça, je pardonne beaucoup de choses au président Sisi, notamment de m'empêcher de revenir en Égypte, mais d'avoir fait revenir les femmes dans le paysage en Égypte. Il y a le personnage de Riyad, à travers le film, qui se démarque à travers une certaine attitude, une certaine nonchalance, et de façon irrévérencieuse. Et je voulais juste tout simplement savoir s'il n'y avait pas un bout de vous, de votre monde en tant que personne qui avait été insufflé au personnage. Yeah, I think people are complex, and I think that as he's listening to death metal, which is very big, as an art form. Donc moi je pense que les gens sont complexes et effectivement quand on voit ce personnage qui écoute du death metal, d'ailleurs au passage le death metal est, on ne croirait pas, mais est très écouté en Égypte. Et il se trouve que par ailleurs c'est donc le meilleur réciteur et la récitation c'est un art qui est extrêmement important en Égypte. Il y a des concours depuis une vingtaine, trentaine d'années. C'est totalement fascinant comme forme artistique. Je vous conseille vraiment d'aller sur YouTube, aller en écouter. Si vous voulez vraiment avoir la chair de poule, je vous conseille d'aller écouter des femmes qui récitent. C'est extraordinaire. Kalsoum, qui est la Calas du monde arabe, a commencé comme récitatrice récitante. Et c'est vraiment fabuleux de l'écouter faire ça. Et donc dans l'aspect un peu Umberto Eco du film, il y a le fait que justement voilà, l'art, la forme artistique va être censurée là par les salafistes qui veulent tout supprimer. Et la question c'est pourquoi vouloir supprimer tout ce qui est beau? Est-ce que la vie n'est déjà pas assez dure comme ça? Par ailleurs, ça introduit le motif de la battle, puisque c'est comme une battle de récitation qui va être reprise à d'autres endroits du film, y compris d'une certaine façon dans le dernier face-à-face avec l'imam aveugle, où il s'agit d'être encore plus fin, encore plus religieux que l'autre, et du coup l'imam perd en fait ce combat-là. Il cite Umberto Eco parce qu'il cite le nom de la rose comme une des sources d'inspiration sur le travail autour de l'enfermement dans le monastère et ici dans l'école prison, entre guillemets. La dernière question, monsieur. Bon. Bonsoir, merci pour ce film et d'ailleurs bravo pour le monteur qui m'a vraiment fait croire qu'on était au Caire. J'ai reconnu Hostel Balad, Mohamed Dessine, tout ça. Je pensais qu'on y était, mais non. Bon, tant pis pour moi. Voilà, j'en sors un peu déçu. Magie du cinéma. Voilà. Le thriller, effectivement, impose une certaine ligne, mais il y a quand même du réalisme. Et il y a un point quand même qui me semble, qui n'a pas été beaucoup traité, qui me semble dommage. À savoir, vous faites la confrontation, et vous l'avez évoqué, entre le pouvoir et donc le pouvoir politique et le pouvoir religieux, la violence terroriste des frères musulmans
et le pourquoi, le fait que la critique de cette violence-là, mais vous ne montrez pas le peuple égyptien qui... alors, il y a le pouvoir qui est contre, effectivement, ces gens-là depuis très longtemps, et surtout depuis qu'ils ont pris le pouvoir en 2012, mais c'est surtout les Égyptiens qui sont contre ces gens-là. La révolution en 2013, lorsqu'ils ont été évincés du pouvoir, quand bien même ça serait mani militari, c'est quand même une demande du peuple. Donc c'était quand même dommage, je trouvais, que ça n'a pas été traité, d'autant que c'est ce qui justifie l'importance que donne le pouvoir au choix du nouvel imam, parce que c'est lui, finalement, qui peut effectivement soulever ou non une assemblée autour de lui. Et il y a un autre point aussi, c'est l'immobilisme, j'ai trouvé, de cette institution qui est quand même millénaire, qui a formé des prix Nobel. Enfin, je pense à Naguib Mahfouz ou Taha Hussein, pardon, qui est un écrivain égyptien qui était azarite et qui a formé des gens extraordinaires dans la littérature et l'art en Égypte. Je trouve que face aux événements qu'elle subit, il y a trop d'immobilisme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Yeah, but I think that Al-Azhar have been very flexible in that. That's why it's... Alors la force d'Al-Azhar finalement est d'avoir su toujours rester assez souple et selon les personnes qui se sont succédées au pouvoir, c'est ça qui lui a permis de survivre. Quand Nasser est arrivé au pouvoir, qui était socialiste, il a demandé, donc il a fait des imams des fonctionnaires de l'État pour mieux les contrôler. Il a demandé au cheikh d'Al-Azhar de faire une sorte de prêcher une version un peu socialiste de l'imam, de l'islam, pardon, et de tourner un peu les choses vers le collectif, etc. Ensuite, Sadat, qui était plus proche des États-Unis, lui, d'un seul coup, très subtilement, le discours a évolué très légèrement vers quelque chose de plus proche du marché. Et ensuite, Moubarak, quand Moubarak est arrivé au pouvoir, sa femme, Suzanne Moubarak, était une femme très très influente, et elle, son combat, c'était d'interdire l'excision. Qui n'est pas une tradition musulmane, une tradition africaine. Et donc elle a fait pression pour qu'une fatwa soit lancée justement contre l'excision. Et ça a fonctionné. Et Sisi, lui, son problème depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est que son principal sujet, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus la moindre parcelle de frères musulmans dans le paysage. Et c'est difficile de savoir s'il est très très soutenu ou pas dans ce combat. Parce qu'il n'en a pas de sondage vraiment indépendant, donc c'est compliqué, et il n'y aura pas d'autres présidents d'ici 3 ans élus, sauf s'il y a une révolution ou un mouvement comme ça de population. Mais du coup, d'une certaine manière, c'est un peu comme on a un petit peu le même problème qu'en Russie, à savoir que même si un président est populaire, il finit par s'enfermer un peu tout seul, à devenir un peu paranoïaque, c'est beaucoup de pression, et au bout d'un moment, il est fatigué, mais il ne peut pas se cacher, c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire « Ah ben ça, je vais démissionner parce qu'il sera pendu » en fait. Mais je ne dis pas que j'ai de l'empathie pour lui ou de la sympathie pour lui. Eh bien, je crois que c'est l'heure de vous remercier beaucoup, l'une et l'autre, avec la traduction et Karim Saleh, scénariste et réalisateur de la Confédération.